Bonjour, bon mercredi, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à l'émission J'aime le communautaire, présentée cette année par 3 regroupements engagés au quotidien pour la justice sociale, le regroupement des organismes communautaires de l'Estrie, le ROC, l'ATACA, la table contre l'appauvrissement, la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie, on va l'avoir, et SPE, Solidarité populaire Estrie. Donc, mon nom est Claudia Fiori. Je suis très heureuse d'être en onde avec mes collaboratrices autour de la table. Donc, une belle heure en bonne compagnie pour vous présenter, comme à chaque semaine, à l'émission J'aime le communautaire, depuis le début 2023, des enjeux actuels en lien avec la justice sociale. Donc aujourd'hui, le mercredi 22 février, ça s'inscrit dans une semaine bien spéciale, celle de la Journée mondiale de la justice sociale, qui était lundi, le 20 février, mais toute la semaine, nous autres, on a décidé que ça allait être teinté par ça. Et lors de la planification de la programmation des émissions, on s'est dit qu'une formule collective comme ça pourrait être très intéressante. Alors, je vous présente tout de suite mes collaborateurs et collaboratrices qui sont avec moi en studio. Je commence par Marianita Hamel, coordonnatrice de Solidarité populaire Estrie. Salut Marianita. Bonjour Claudia, contente d'être de retour. Je suis désolée. Oui, recommence ton beau bonjour. Bonjour Claudia, je suis contente d'être de retour en studio à Saint-Félix aujourd'hui. J'ai comme, tu sais, la dernière fois que j'animais J'aime le communautaire, j'animais à toutes les semaines. Donc, j'avais comme des réflexes en lien avec la technique et tout. Et là, j'ai un petit peu perdu mes savoureux réflexes. Mais bon, on va les retrouver. Alors, désolée pour les petits bugs techniques. On continue avec Jean-Philippe Benjamin, qui est agent à la vie associative de la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie, la TACA. Salut Jean-Philippe. Salut, comment ça va? Rapproche-toi un petit peu de ton micro. Salut, comment ça va? Ah, ça va bien. Vu que j'ai vos beaux visages autour de la table, ça m'aide beaucoup. Et Gabriel Grégoire Maillot, nouveau coordonnateur de la TROVEP. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Claudia. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui. Yeah! Donc, la TROVEP, la table ronde des OVEP de l'Estrie. On pourra en parler un petit peu tout à l'heure aussi de leur mission. Bien sûr. Donc, comme je disais, c'est vraiment le fun d'être ensemble aujourd'hui. D'habitude, on se divise la plage horaire du mercredi 13h pour l'émission J'aime le communautaire, mais là, on est tous ensemble pour parler de justice sociale et de justice climatique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? C'est sûr que chaque jour dans l'actualité, on l'entend, on est témoin d'injustices, qui peuvent arriver autant dans notre quartier, à côté de chez nous, dans notre réseau, mais aussi un peu partout dans le monde. On n'a jamais été aussi connectés puis au courant de ce qui se passait, même à l'autre bout du monde. Et c'est le 26 novembre 2007 que l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que la Journée mondiale de la justice sociale serait célébrée chaque année le 20 février. Donc, ça fait si longtemps que ça. C'est un petit peu normal que peut-être, si vous nous écoutez aujourd'hui, vous n'ayez peut-être jamais entendu parler même de cette journée mondiale-là. Mais c'est quoi la justice sociale au juste? Bien, c'est fondé en fait sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination, et ça, c'est assez important, de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Donc, promouvoir la justice sociale, c'est pas juste travailler à augmenter les revenus, à créer des emplois. C'est aussi une question de droit, de dignité, de liberté d'expression pour les travailleurs, les travailleuses, ainsi que d'autonomie économique, sociale et politique. En préparant ça, je me disais, est-ce que c'est un peu ça qu'on entend dans les discours en ce moment, genre au Québec? Chers amis autour de la table, avez-vous des petits commentaires là-dessus? Ben oui, c'est sûr que la justice sociale, je pense qu'il y a différentes façons qu'elle peut être nommée, mais nous, elle est vraiment nommée à partir de ce qu'on voit concrètement, tu sais, sur le terrain, qu'est-ce que vivent les différentes communautés, tout ça. Fait que je pense que c'est une particularité, justement, qui fait que la justice sociale, c'est pas juste acquérir toujours plus de richesses, mais c'est-à-dire qu'il y a, oh boy, avec toute la quantité qu'il y a actuellement, mais il y a encore autant d'inégalités, fait qu'avoir juste plus de richesses sur la terre, je suis pas sûre peut-être pas la voie.
Ouais. Effectivement. Donc, le thème international de cette année, c'est surmonter les obstacles et libérer des opportunités pour la justice sociale. Donc, on l'a nommé, il y a plein d'obstacles à la justice sociale, puis c'est pas juste l'acquisition non plus de richesses. Il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup d'inégalités au sein des pays, mais aussi d'un pays à l'autre. Donc, tu sais, au sein même, en tout cas au Québec, au Canada, il y a des injustices qui s'aggravent, mais on le voit dans le monde aussi que, bon, on n'est pas les pires, mais on n'est pas les meilleurs non plus. Et les conséquences des crises économiques et sociales des dernières années, ils ont été vraiment exacerbées par la pandémie de la COVID-19, évidemment, mais aussi par les catastrophes naturelles dues à l'accélération du changement climatique, d'où l'amalgame, en fait, qu'il n'y a pas de justice sociale s'il n'y a pas aussi une justice climatique, parce qu'on est confronté à cette réalité-là de toute façon. Donc, il y a beaucoup de tensions géopolitiques ces temps-ci, des conflits armés. Il y a des tragédies humaines qui en ont résulté, puis les effets qu'elles ont produits sur le monde du travail, mais sur le monde en général, les crises, ils ont révélé vraiment combien les économies, les sociétés du monde entier y étaient interdépendantes et combien il est crucial face à cette réalité-là de mettre en œuvre une action concertée au plan mondial, national et régional. Donc, il y a beaucoup de bouleversements. On vit dans une époque où tout va très vite. Des bouleversements croissants des économies, on le voit. Hein, c'était pas très prévisible, le genre de crise de l'inflation qu'on est en train de vivre. Là, quoique, bon, c'est sûr que durant la pandémie, on était comme, me semble que... Oui, j'ai envie de réagir quand même, parce que Vas-y. c'est vrai qu'on dit que c'était comme pas prévisible, mais pourtant, c'est comme le modèle, tu sais, depuis le début des années 2000, là, la mondialisation, puis il y avait plein de groupes qui s'opposaient à ça, justement, puis ça a comme monté un peu un échec du moment où il devrait y avoir une solidarité entre les pays, mais finalement, il y a comme juste un refermement des frontières, de qui a quel médicament, tout ça, fait que, c'est pas prévisible, mais les groupes le dénonçaient depuis les années 2000, là, La même chose pour la crise climatique, tu sais, à quel point il y avait des chercheurs, des militants, des militantes qui étaient aussi alarmés depuis quand même assez longtemps, puis que ça a pris des messages répétés et plein d'événements qui se succèdent pour qu'enfin on fasse comme « Ah ouais, il y a peut-être quelque chose », tu sais. Jean-Philippe, tu veux réagir? Ben, en fait, même les compagnies pétrolières, justement, il y a des rapports qui sortent qui montraient qu'ils avaient fait des études, puis ils savaient déjà, en fait, dans les années 70-80, que l'extraction pétrolière avait des impacts néfastes immenses sur l'environnement et ont quand même été de l'avant par appât du gain. Puis c'est une affaire à garder en tête, justement, à l'appât du gain. Le privé, en fait, c'est souvent ça qui va mettre de côté les droits humains à travers les différentes crises qu'on voit aujourd'hui. Oui. Ça rappelle qu'on ne peut pas faire confiance aux corporations, aux multinationales pour nous sauver non plus. Là. Clairement, ils savaient l'information et à la place de la partager, ils l'ont cachée. Puis en fait, on va accélérer l'extractivisme parce qu'on le sait que ça va finir bientôt. Fait qu'on va tout passer, puis après ça, on va virer électrique. Je ris, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais c'est cynique un peu à un moment donné. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'était assez prévisible, mais on vit comme dans un monde où on tend à comme nous mettre des écrans de fumée là, devant nos yeux pour qu'on continue un peu à vivre nos vies. Donc, pourquoi en ce moment? Donc, il y a les grands changements qu'il y a eu au niveau de l'économie, la mondialisation, la technologie aussi, que, tu sais, de manière fulgurante, ça a changé notre quotidien, là, c'est vraiment ça. Mais en même temps, c'est pas partout sur la planète que les avantages de ces technologies-là sont comme vécues ou que les impacts, en fait, sont différents vraiment d'un pays à l'autre. Il y a beaucoup de changements démographiques, puis il y a aussi une intensification des flux migratoires. Hein. Ça aussi, on tend à comme essayer de pas trop en parler, mais les populations un grand nombre de personnes qui se déplacent en lien avec des conflits armés, en lien avec des catastrophes naturelles, il y en a de plus en plus, puis ça fait aussi les manchettes aussi, là, presque à tous les jours. On a juste à penser au fameux chemin Roxham ici, là, tu sais,
Donc, ça nous met vraiment dans une situation de fragilité. Donc, c'est urgent d'agir. En tout cas, pour nos instances, c'est quand même important. Puis, pour les Nations unies, hein, c'est vraiment la clé, c'est de miser davantage sur les réseaux qui renouent avec la solidarité mondiale pour reconstruire le contrat social entre gouvernants, construire aussi un nouveau contrat social ancré dans les droits humains, donc le lien avec la justice sociale, et envisager sur les droits humains envisagés sur leurs multiples aspects, donc renforcer nos solidarités, les pratiques démocratiques, la réappropriation du pouvoir par les gens qui vivent les réalités. C'est pas mal ce qu'on fait, nous autres, dans le mouvement de l'action communautaire autonome. Autant Solidarité populaire Estrie, la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie, le regroupement des organismes communautaires de l'Estrie, ou la TREVEP aussi, parce qu'on est vraiment animé par la volonté d'activer des mécanismes de changement en profondeur du système. Et la transformation sociale, ça fait partie de notre ADN, tu sais, depuis notre création. Tu sais, quand on a été créé, les regroupements comme ça, bien, c'est des citoyens et des citoyennes qui voulaient que les choses changent. Donc, on travaille fort au quotidien dans cette voie-là pour essayer de diminuer les inéquités, puis favoriser aussi la solidarité entre tous et toutes. Donc, c'est un peu comme un topo de justice sociale, justice climatique, en atterrissant un peu pourquoi, en tant que regroupement comme ça, on se positionne, on pose des actions, puis on fait que ce soit de la vulgarisation de ces concepts-là, parce que c'est au cœur de nos actions. Donc, par exemple, pour Solidarité populaire Estrie, je vais avec toi, Marianita. Si on y va un petit peu plus en détail sur comment SPE se positionne, c'est quoi sa posture en lien avec la justice sociale et climatique? Oui, bien, SPE, déjà, tu sais, nous, on est issus d'une alliance entre le milieu syndical communautaire, féministe, étudiant et de solidarité internationale. Oh, donc, yes. c'est une belle alliance où est-ce que ça nous amène plusieurs points de vue, plusieurs réalités là, qu'on réussit à prendre en compte, dans le fond, dans notre analyse. Mais au-delà de l'analyse, je dirais que dès la fondation à Solidarité populaire Estrie, on avait la Charte pour un Québec populaire qui retrouvait qui existe encore, là, qui retrouvait plein d'éléments de qu'est-ce qu'on souhaitait dans ce Québec-là. Puis, la question de l'environnement était déjà centrale, était déjà un des points majeurs là, dans cette charte-là. Donc, il y a un peu plus de 30 ans, là, déjà, au niveau de notre organisme. Puis, quand même. Fait que, tu sais, il y a ça, ce côté-là, au niveau d'une mission qu'on porte. Tu sais, quand on est dans des regroupements, on porte une mission qui vient de avant notre présence aujourd'hui, là, autour de la table. Puis, ben après, c'est sûr que quand on regarde, tu sais, la perspective, justement, du mouvement syndical des travailleurs-travailleuses, ben il y a beaucoup d'actions qui se passent de ce niveau-là. Par exemple, il y a la table des travailleurs-travailleuses pour la justice climatique qui font des argumentaires, qui se positionnent en tant que personnes qui... Tu sais, les travailleurs-travailleuses, c'est eux, à la base, qui créent les richesses, les biens et services et tout ça. Donc, il y a vraiment une perspective même de mouvement qui peut partir à partir du milieu du travail. Au niveau de la perspective étudiante, bien là encore, là, on se rappellera la force, le moteur que peut être les associations étudiantes, le mouvement étudiant au Québec. C'est quelque chose de précieux. Puis on se rend compte que justement, depuis les dernières années, il y a plusieurs initiatives qui se mettent en place, des comités au niveau du Québec, au niveau régional, des coalitions. Donc, on voit que ça fourmille beaucoup dans le milieu étudiant là, pour justement amener de l'avant des revendications de justice climatique et sociale. Puis, bien sûr, le milieu communautaire, là, mes collègues pourront compléter là-dessus, mais le milieu communautaire est très impliqué aux premières loges avec les populations les plus précaires. Puis, bien, la perspective de la solidarité internationale, finalement, comme tu l'as mentionné quand même à quelques moments dans la présentation de la thématique, bien, c'est à une échelle internationale que ça se vit ce qui se passe actuellement. Donc, cette perspective-là nous amène à avoir justement un regard global sur comme les impacts ici, ailleurs, s'inspirer aussi de qu'est-ce qui peut se passer ailleurs. Donc, à Solidarité populaire Estrie, on se nourrit de ces différentes perspectives-là. Là. Puis bon, ben, le milieu féministe aussi, évidemment, les femmes à travers le monde sont les premières touchées aussi par les changements climatiques. Donc, c'est ça, on est pas mal nourris là, de plein de points de vue là, à partir des groupes à Solidarité populaire Estrie.
C'est clair. Ben, j'avais le goût de rebondir sur le fait que c'est ça, tu sais, il n'y a pas juste... oui, il y a des constats alarmants, mais il y a quand même, partout dans le monde, il y a des groupes de gens, des associations de tout genre qui œuvrent en faveur de la justice sociale et climatique. Donc, faut pas... c'est ça, là, tu sais, des fois, il faut penser à ça, à cette énergie-là qui nous vient d'un peu partout dans le monde. Pour la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie, la TACA, Jean-Philippe, comment ça s'inscrit un peu, comment la TACA s'inscrit dans la justice sociale? Mais pour être franc, en fait, tout ce qui était nouveau justice sociale, puis surtout justice climatique, dans le fond, c'était particulièrement en lien avec, en fait, on était plus en remorque, en fait, plutôt avec le mouvement, surtout au niveau climatique, parce que, justement, quand la fin du mois est maintenant, la fin du monde a l'air loin, même si c'est très urgent. Mais justement, toujours avec une perspective de changement social, qui est d'ailleurs même reconnue par le gouvernement, que les organismes communautaires sont des moteurs de transformation sociale. Justement, on apporte souvent les réflexions, on apporte une éducation auprès de nos groupes pour justement leur faire réaliser que la fin du monde va arriver, peu importe la fin du mois, et qu'il c'est temps de bouger maintenant, justement. Fait que on transpose tranquillement nos militantismes vers justement une justice sociale et environnementale. Mais c'est clair qu'ils n'ont pas tout le fardeau à porter sur leurs épaules, mais en même temps, de donner une voix aux personnes qui sont plus dans la précarité, c'est comme essentiel pour que l'ensemble, je trouve, des gens comprennent à quel point les changements climatiques puis ce qui nous attend va avoir des impacts directement sur les personnes qui vivent dans des situations de précarité en premier, tu sais. Ouais. Oui, définitivement. Ça, toutes les inégalités qu'on voit dans la société, justement, sont amplifiées par les crises, là, comme on l'a vu avec la pandémie. Justement, les quartiers de Montréal, où il y avait du monde qui était déjà marginalisé par la société, ont reçu la COVID de plein fouet. Puis justement, ça, c'est au Canada puis au Québec, mais à l'échelle du monde, aux États-Unis, entre autres, justement, les quartiers populaires où il y avait beaucoup de migrants, tout ça, c'était un hécatombe, là. Et justement, quand il y a des crises, on voit vraiment justement les inégalités augmenter, puis on les voit clairement. Mais justement, elles ont toujours été présentes. Justement, ces temps-ci, on entend beaucoup parler, par exemple, d'itinérance à Sherbrooke et tout ça, mais pourtant, elle a toujours été présente. Elle est juste plus visible. Mais ça, elle a toujours été présent. Donc, c'est ça. On essaie de plancher là-dessus, sur le fait que oui, il y en a, mais il y en a toujours eu, mais sont justement plus visibles. Puis justement, on voit aussi, entre autres, avec l'inflation aujourd'hui, j'en parlerai un peu plus tard. Mais c'est ça. Garde-nous du jus, Jean-Philippe. Oui. Garde-nous du jus pour tantôt. On a jusqu'à 14 heures pour notre émission. Et du côté de la TROVEP, donc la table ronde des OVEP de l'Estrie, donc peut-être indiquer un peu qu'est-ce que fait la TROVEP, qu'est-ce qu'est la TROVEP, puis comment ça s'inscrit après ça dans ce thème-là. Donc, c'est ça, la TROVEP, donc la table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Estrie. Donc, la partie importante dans le titre, là, ça serait éducation populaire. Donc, pour nous, pour nos membres, là, donc, vu qu'on est qu'un regroupement, pour nos membres, c'est l'éducation populaire est un moyen pour atteindre cette transformation sociale-là, pour atteindre une justice sociale, une justice climatique. Et en fait, c'est ça, la justice climatique émerge de plus en plus dans ce que nos membres nous mentionnent comme besoin parce qu'ils vivent sur le terrain, comment que ça les affecte. Et donc, c'est de plus en plus lié à la justice sociale, comme tu le mentionnais plus tôt. On ne peut pas vraiment dissocier maintenant l'un et l'autre. Non. Donc, c'est un peu là-dedans qu'on s'inscrit. On essaye de, à travers l'éducation populaire, mettre en place des mécanismes pour outiller finalement les gens pour être capables de se réapproprier le pouvoir, agir sur le système pour justement réduire ces injustices sociales-là finalement qu'ils vivent, qu'ils et elles vivent. Donc, l'éducation populaire, c'est de valoriser le savoir des gens, faire en sorte qu'ils puissent se le partager. Donc, c'est pas juste comme, c'est pas juste l'approche là, du haut vers le bas, mais plutôt le bas vers le haut, comment faire émerger les savoirs et l'appropriation autant du pouvoir que des connaissances. Exactement, parce que les personnes sur le terrain, ils vivent leur réalité, ils le savent, ils et elles le savent, qu'est-ce qu'ils ont de besoin, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils elles vivent.
Par exemple, si on prend les îlots de chaleur, je pense que c'est un exemple qui est intéressant parce que, justement, c'est très concret, mais les personnes qui n'ont pas accès, par exemple, à un air climatisé, qui sont dans des endroits très bétonnés avec peu de végétation, bien, l'été, ça devient vraiment infernal et ça peut devenir un problème de vie. Il y a des gens qui décèdent à chaque année à cause des canicules parce qu'il fait juste trop chaud. C'est invivable. Donc, juste de partir de leur réalité, de voir qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils allaient vivre pour mettre en place collectivement des mécanismes pour être capable d'attaquer les problèmes plus fondamentaux, pas juste faire on va financer des achats d'air climatisé, mais de vraiment aller à la racine du problème pour effectuer une transformation. Donc, c'est un peu là-dedans qu'on navigue. Et c'est ça, les enjeux climatiques, clairement, deviennent de plus en plus omniprésents dans la justice sociale, finalement. Effectivement. Puis, on va continuer d'en parler après la petite pause musicale. Je pense qu'on a bien mis la table. Merci, mes chers collègues. Alors, on s'en va en musique avec un petit chouchou. Là, qu'est-ce que tu veux? Il vient de l'Estrie, là, Vincent Vallière, avec sa pièce qui s'intitule « Asbestos ». Merci Vincent Vallière, une pièce que je connaissais pas tellement. Donc merci Jean-Philippe pour la proposition. Une pièce de 2013, malheureusement encore vraiment beaucoup d'actualité. Alors on a quelques minutes avant, on a 2-3 minutes là, avant la pub de la demi-heure. Alors j'inviterai tout de suite Marianita de Solidarité Populaire Estrie et Gabrielle de la Trovette de nous parler un peu. Il se passe quelque chose demain? Ben oui, demain... Des actions concrètes? Certains, des actions concrètes, rassemblement aussi entre des gens qui avons à cœur la justice sociale et climatique. Yeah. Donc, demain, c'est le 23 février. Puis là, en Estrie, c'est notre journée du communautaire d'action, de grève, de mobilisation. Puis ça fait partie d'un mouvement au Québec là, qui se passe toute la semaine. Oui. Mais nous, c'est demain notre journée. Donc, on a organisé ça commence à 11h. À 11h, on se rejoint au tremplin 1630 sur la Wellington Sud. À ce moment-là, à partir de 11h, entre 11h et midi, on va faire la création, une activité créative là, d'une bannière pétition, puis un atelier aussi, des échanges pour qu'on partage là, sur la question de justice climatique, justice sociale. Qui est invité à participer à ça? Toute la population est invitée, bien sûr, toutes les personnes impliquées dans les groupes communautaires également. Donc, c'est à partir de 11h au tremplin 16h30 dans la salle, la grande salle. Puis après, on va avoir un dîner entre midi et 13h. Puis on va poursuivre les échanges pendant ce temps-là. Et après le dîner, on va partir vers le lieu de notre action symbolique. Donc, on se dirige pour 13h devant l'hôtel de ville. Donc, on va avoir une activité symbolique, ludique pour parler de notre support qu'on a pour la planète. Puis, on va avoir aussi un peu plus tard, là, ça ne sera pas tout de suite après le moment devant l'hôtel de ville, mais on a un rendez-vous pour aller déposer notre pétition, nos revendications à Elisabeth Brière, là, aux alentours de 15h. Donc, la députée au fédéral du Parti libéral, Elisabeth Brière. Oui, exactement. Donc, on va aller déposer... On va, dès qu'on le peut, on va déposer aux élus nos revendications pour leur dire ce qu'il faut comme changement. Yeah! Tu voulais-tu rajouter quelque chose, Gabrielle? Dans le fond, après ça, on va discuter avec... Dans le fond, on a un rendez-vous avec Elisabeth Brière pour échanger sur nos revendications. Donc, on espère avoir une écoute attentive. On parlait du bas vers le haut, d'essayer de favoriser l'appropriation. Des fois, on se sent oppressé par la société et ses problèmes, mais justement, des actions comme ça permet d'être ensemble, premièrement, puis d'interpeller les gens qu'on met sur des sièges qui sont supposés nous représenter pour faire valoir un peu ce qu'on souhaite, puis ce qu'on souhaite changer, puis nos revendications. Donc, une belle journée d'action. Pour avoir plus de détails, y a-t-il un événement Facebook? Oui, il y a un événement Facebook qui a été créé par la Trovette, la table. Fait que si vous allez sur le Facebook de la Trovette, vous allez trouver l'événement. Puis, donc, c'est ça, il y a vraiment 11h. Mais si il y a un moment, disons, vous ne pouvez pas venir au dîner puis l'avant-midi, là, à 13h devant l'hôtel de ville, c'est le moment de l'action. C'est un rendez-vous. Donc, c'est un rendez-vous 13h, mais il y a d'autres activités avant. Mais retenez 13h l'hôtel de ville. Alors, on y va pour la pause et on revient pour une belle discussion sur la justice sociale et climatique.
De retour à l'émission J'aime le communautaire avec Claudia Fioré à l'animation et mes collaboratrices, Marianita, Jean-Philippe et Bonjour. Gabriel. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Comme si on avait eu une grosse pause, qu'on est allé faire une sieste. Donc, on n'est pas allé faire de sieste, là, on est très à l'affût, on est très allumés autour de la table. On parlait juste avant la pause des revendications qui allaient être déposées aux élus, donc à la députée Brière au fédéral ici à Sherbrooke. Mais quelles sont ces revendications plus précisément? Bonne question. Mais pour commencer, j'irais avec présenter un peu la campagne, c'est quoi? Parce que Bien sûr. notre journée de grève du 23 février s'inscrit dans une campagne plus large qui a été, dans le fond, mise de l'avant par le MEPAC, qui est le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec. C'est un organisme national qui regroupe plusieurs regroupements régionaux, comme la Trovette, par exemple. Ouais. Et ils ont lancé une campagne de grève rotative. Donc, chaque région choisissait une journée pendant la semaine du 20 février pour justement sensibiliser par rapport à la justice sociale et la justice climatique qu'on ne peut maintenant plus dissocier de la justice sociale. Comme on l'a si bien expliqué en début d'émission, hein? Donc, bientôt, ça va être disponible aussi, nos balados, là, sur notre site web. On a de l'espoir. Si vous avez manqué le début de l'émission, je te laisse continuer là, sur un peu la mise en contexte et les revendications. Donc, c'est ça. Ben, c'est une campagne qui est lancée par le MEPAC et ils ont été simples. 2 revendications. Je vais laisser Marianita présenter la première revendication. Oui, bien 2 revendications. Donc oui, je vais y aller avec la première qui est... la première revendication, c'est taxer massivement la richesse pour réinvestir massivement dans notre filet social. Est-ce que tu veux nommer tout de suite la deuxième revendication, juste pour qu'on ait les deux, puis après, je vais commencer à expliquer le taxer massivement. Oui, parce que taxer c'est massivement une la bonne idée. richesse. Et dans le fond, l'autre revendication, c'est bannir les énergies fossiles d'ici 2030. Et là, on parle autant en termes de production, de transformation, d'exportation que d'importation. Ça, c'est assez... j'ai pas le mot, c'est pas judicieux, là, c'est merci. C'est ambitieux. Ambitieux, en effet, ça va... on se dit que c'est quand même dans 7 ans. Mm-hmm. Oui, bien c'est ça, puis on va y revenir. Hein. Là, on joue, passe le micro de Gabriel à moi. On vous a nommé les 2 revendications, mais là, on va y aller justement plus en détail un peu dans les 2. Puis d'ailleurs, c'est 2 revendications qui sont portées par le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire, le MEPAC du Québec, et qui est porté aussi par d'autres groupes. Donc, il n'y a pas juste... Donc, les travailleuses pour la justice climatique ont ça aussi. D'autres groupes aussi au niveau étudiant, au niveau... Donc, dans plein de milieux. Donc, on se serre les coudes pour mettre de l'avant les mêmes revendications, parce que c'est des revendications qu'on va dire qui sont assez structurantes. Dans le sens, c'est comme la base, si on veut, des changements, des grands changements. Donc, sur la question de taxer massivement la richesse, bien, déjà, pour comprendre ça, là, faut dire, c'est quoi des richesses? Hein? Remontons un peu, là, pourquoi est-ce que on dit qu'il y a tant de richesses sur la planète. Fait que d'abord, c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, la crise climatique, une des raisons qu'on est là-dedans, c'est que depuis des décennies, des centaines d'années, on est dans un système là, qu'on dirait économique, puis de production, là, on dirait que j'emploie des gros mots, mais où est-ce que, dans le fond, on valorise tout le temps de créer, de produire des richesses. Puis pour les produire, ces richesses-là, on exploite la nature. Puis on exploite les êtres humains. Hein? Et voilà, un beau lien entre la justice climatique et la justice sociale, c'est que nos injustices sont étroitement liées depuis des décennies, des siècles et des siècles. Donc, on part d'un constat où est-ce que sur la planète, c'est créé énormément de richesses, mais que finalement, on se rend compte que ces richesses-là, ils ne sont pas réparties également entre les gens. Elles se concentrent, c'est ça. Fait que malgré qu'on observe depuis justement la révolution industrielle des richesses, tu sais, puis quand on dit des richesses, là, on ne réalise pas des fois, mais un crayon, là, c'est une richesse. Là. Qu'on pense à tout ce qui a été nécessaire pour que ça soit produit, ce crayon-là. Donc, depuis tout ce temps-là, on se rend compte que finalement, il y a une concentration des richesses, puis il y a de plus en plus d'inégalités. Une concentration des richesses dans
certaines mains, là, ou pour certaines personnes, un minimum de personnes par rapport quand on parle du 1%, le fameux 1%, par rapport au reste de la planète. C'est exactement là que je m'en allais, Claudia. Tu as raison. Non, mais c'est bon, ça a de la suite. C'est exactement là. Fait que dans les chiffres là, qu'on peut retenir, là, qui a été aussi les mouvements Occupy qu'il y a eu, je pense, au début, dans les années 2010. Là, on disait, il y a 1% de la population mondiale qui représente les ultra-riches qui, à elles seules, ont 99% des richesses mondiales, alors que 99% de la population mondiale, ben, on se sépare 1% des richesses. Bon, fait que là, on part de là. Les richesses, là, c'est pas réparti équitablement. Pourtant, elles sont créées parce qu'on exploite la nature puis on exploite les êtres humains. Donc, c'est des inégalités à grande échelle. Et ces richesses... Fait que quand on parle de taxer massivement, c'est de reconnaître donc que s'il y en a qui en profitent plus, bien, ceux-là, bien, c'est des ultra-riches, c'est des méga entreprises multinationales qui font des milliards de profits par année. Oui. C'est des milliards de profits qui sont faits sur le dos de l'exploitation de la nature et de l'être humain, puis qui ne sont pas redistribués. Et en plus, ces milliards de profits-là, bien, souvent, ils sont cachés. On va parler des paradis fiscaux. Non. Mais oui, c'est ça. Ça a l'air qu'il existe un paradis pour l'argent quelque part. Voilà. Fait que c'est caché. Ouais. Mais ils s'en vendent pas trop. Non, ils s'en vendent pas, mais sauf que c'est à grande échelle. Puis, bien, dans les dernières années, on a eu la chance d'avoir des fuites de données. Bien, il y a des fuites de données qu'on aime puis d'autres qu'on n'aime pas bien, mais c'est là où est-ce que ça révélait justement les entreprises pétrolières, minières, les entreprises, toutes sortes d'entreprises, minières, pétrolières, les armes d'armement militaire, tout ça, qui sont des entreprises ultra lucratives qui finalement font des milliards de profits et en les cachant, bien, ça veut dire, en cachant leurs profits, ça veut dire qu'ils ne contribuent pas au trésor qu'on dit public. Donc, dans les sociétés, on a décidé, comme par exemple au Québec, au Canada, on a décidé qu'on allait avoir un filet social, qu'on investit de l'argent, tout le monde, là, de notre petite poche. Là. La fameuse théorie du ruissellement, là, de la richesse. On l'attend toujours. Que c'est supposé de redescendre vers le bas, vers justement notre filet social pour être capable de mieux le financer. Mais ce qu'on voit, c'est que ça va de mal en pire. C'est pas comme si ça s'améliorait tant que ça. Là. Non, ça marche pas tant. Ça. Parce que même là, tu sais, le ruissellement, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à ruisseler. Parce que quand c'est caché, ça veut dire qu'il y a une partie qu'on peut même... On a des idées de combien de milliards ça représente, mais on est peut-être encore loin de la réalité. C'est fou, hein? Mais justement, donc, quand on veut on veut taxer massivement... Non, on veut pas la masser. Quand on veut taxer massivement la richesse, ça veut dire qu'on veut justement recréer une forme d'égalité en étant capable d'aller chercher justement ce qui devrait déjà être contribué dans au sein des trésors publics là, pour financer le filet social, parce que les inégalités sociales, bien, sont créées, entre autres, par ce système-là où des gens s'accaparent. Fait que minimalement, il faudrait que ces multinationales-là, ces ultra-riches-là, contribuent davantage à essayer de réparer les inégalités, mais aussi à améliorer concrètement les conditions de vie de tout le monde. Parce que effectivement, parce que ça touche aussi, puis tu sais, là, je vais faire juste un petit pont vers Jean-Philippe là, de la TACA, parce que tu sais, je trouve que c'est vraiment en lien là, avec ça, là, tu sais, parce qu'on parle du 99%, mais tu sais, il y a des gens, puis là, il y a on se sépare après ça en classe, là, mais il y a quand même des personnes qui sont vraiment victimes de ce système-là, qui est vraiment mal foutu, là. Oui, absolument, absolument. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, en fait, en situation de crise, on les voit spécifiquement, ces personnes-là, parce que c'est eux en première ligne qui n'ont pas les moyens, par exemple, de se protéger quand il y a des catastrophes naturelles ou de déménager ou de s'en aller d'un endroit. En fait, parce que juste en temps normal, ils sont déjà, tu sais, ils ont à peine à se tenir la tête de l'eau, tu sais. Oui, exactement. Donc, c'est ça, c'est vraiment les conséquences immédiates, en fait, de cette agglomération des richesses entre les mains d'une minorité, en fait. Puis là-dessus, j'aimerais ça aussi glisser un petit fait, en fait, à Venise, en fait, il y a des historiens qui ont retracé, en fait, des familles, puis se sont rendus compte que les familles les plus riches de la ville, c'est les mêmes qu'il y a 500 ans. Donc, surprise! Donc, c'est ça, l'espèce de théorie que ce système-ci, c'est une méritocratie. Je pense que ça serait à remettre en question aussi. Oui, c'est ça. Fait que ça se concentre toujours et depuis
des années un peu dans les mêmes mains. Puis souvent aussi, c'est des personnes, des familles, des gens de classe qui se retrouvent aussi dans des postes de pouvoir. Donc, qui se retrouvent aussi dans des postes quand même importants dans nos démocraties, puis qui prennent des fois des décisions sans nécessairement avoir soit vécu, ce que ça peut être, là, de vivre vraiment dans un milieu inégal, qui ont été plutôt, c'est ça, là, toujours assez privilégiés. Ouais. Puis, y a-tu d'autres éléments là, que tu voulais relever par rapport aux personnes oui, en situation de pauvreté? absolument. Puis justement, genre, surtout quand ça vient à la crise climatique, en fait, qui est amenée par ce système de consommation-là, c'est l'inflation, en fait, qu'on voit actuellement de façon violente, surtout pour les foyers à faible revenu, en fait. En fait, pourquoi est-ce que je dis surtout pour les foyers à faible revenu? Parce que principalement, où on voit l'augmentation des coûts de la vie, c'est dans les supermarchés, dans l'alimentation, en fait. Et le coût du panier de consommation des foyers les plus pauvres, en fait, a augmenté de 27% de plus que les 10 familles les plus riches, pour donner un exemple. Pour revenir. C'est pas 1% et 99%, là, mais c'est pour faire un Pourquoi ça leur coûte plus cher? Parce qu'ils mettent plus d'argent dans l'épicerie, en fait. C'est ça. Fait que quand ils reçoivent de l'argent, en fait, il y a un plus gros pourcentage qui va directement dans l'épicerie comparativement à des familles qui reçoivent plus d'argent. Fait que c'est ça. Encore une fois, quand il y a une augmentation du panier d'épicerie, c'est eux autres qui les suivent de plein fouet. Et justement, quand on regarde dans les 20 dernières années, l'IPC, en fait, qui est l'outil utilisé par la Banque du Canada pour voir c'est quoi la situation de l'inflation, puis la croissance du pays, etc., avec le PIB. Dans le fond, dans les 20 dernières années, l'inflation des denrées alimentaires était supérieure à l'IPC. C'est ça. Donc, malgré que c'est ça, que l'indice moyen là, du panier de consommation, là, donc tout ce qu'on consomme au quotidien, il a augmenté d'un pourcent. Là, je pense que cette année, c'est autour de 6,7. C'est quand même assez exceptionnel cette année. Mais au niveau des denrées alimentaires, c'est plus haut que ça encore. Exactement. C'est un scénario qui se répète depuis 20 ans. Oui. Puis on le voit aussi, les multinationales, là, les grandes épiceries, les Loblaws et autres, là, tu en parlais, à quel point... Puis leur profit cette année, c'est encore, c'est fou, là, tu sais, c'est faramineux. Fait que là, t'es là, mais là, attendez, là, y a-tu quelque chose comme d'un peu incohérent dans tout ça? Non, effectivement, puis pour revenir en fait à l'IPC, en fait, c'est aussi l'outil qui est utilisé par les gouvernements pour mettre à jour le soutien financier. Par exemple, les rentes, les pensions, l'aide sociale, en fait, sont souvent comparées à l'IPC, puis ils sont adaptés selon ces changements-là. Mais c'est pas vraiment le bon indice. Exactement. C'est un peu ce que vous revendiquez, non? Oui, exactement. En fait, c'est ça. C'est que, comme je viens de l'expliquer, les foyers à faible revenu, qui sont souvent ceux qui reçoivent justement les aides gouvernementales, se retrouvent à dépenser plus dans l'alimentation, qui est justement qui a une augmentation supérieure à l'IPC. Donc, c'est ça. Ça fait en sorte que c'est une inégalité qui se perpétue d'année en année. C'est un pouvoir d'achat, du peu de pouvoir d'achat qu'ils ont, qui est perdu constamment. Puis en plus, là, on peut faire un parallèle avec le logement en plus de tout ça. Donc, c'est ça, la situation est vraiment critique. Là, vraiment, c'est vraiment ridicule, c'est vraiment aberrant. Puis, juste pour terminer rapidement, l'inflation actuellement, on peut pointer du doigt la pandémie d'un côté, puis de l'autre, la guerre en Ukraine. Mais il y a une des parties de cette inflation-là qui ne partira pas et qui, au contraire, va augmenter, en fait. C'est la partie de la crise climatique. Les sécheresses, les inondations qui ont fait perdre d'innombrables récoltes à travers la planète. En fait, justement, avec comme le soulignait Marianita, justement, avec la mondialisation, justement, on mange de partout et tout ça. Sauf que, justement, il suffit juste qu'un pays ait plus de récoltes que ça va jouer sur les chaînes d'alimentation de partout sur la planète. Donc, justement, comme par exemple l'Ukraine qui... mais là, c'était en guerre, mais pour donner un exemple avec l'effet que ça a sur l'échelle mondiale. L'Ukraine est en guerre, c'est un des greniers à grains de l'Europe. Mais justement, nous, on ne reçoit pas de grains de l'Ukraine. Mais ça met de la pression sur le marché, pareil. Exactement, c'est ça. Donc, puis encore une fois, c'est les familles les plus démunies qui reçoivent. Donc, plein de bonnes raisons
d'endosser joyeusement la revendication de taxer massivement la richesse, d'arrêter de penser que les pauvres riches, on ne va pas leur demander encore plus d'efforts. Tu sais, à un moment donné, là, tous les faits là, sont un peu, vont dans le sens contraire. Là. Oui, bien, c'est ça. Puis aussi, tu sais, juste dire, tu sais, ces mesures-là, c'est des mesures qui ciblent le système aussi qui a permis ça. T'sais. Voilà. Fait que, tu sais, des fois, quand on se dit, oui, mais je connais un riche puis il est bien gentil, là, ouais. c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que le système, il permet la concentration de richesse intense. Fait que nous, puis les chèques de 500 $, là, c'est des plasters, là. Tu sais, on va pas s'étendre là-dessus, là, mais juste dire que c'est pas des mesures structurantes, justement. Non. C'est des beaux pansements sur une grande plaie qui ne guérit point depuis plusieurs années. Bon, bon appétit. Je pense pas que les gens sont en train de manger. Ça va bien, ça va bien. Et au niveau de la deuxième revendication, parce que le temps file à une vitesse incroyable, on aurait besoin de 2 heures. Va falloir... on va s'en reprendre, la gang. Mais et au niveau de la revendication de bannir les énergies fossiles d'ici 2030, comment ça s'articule? Là? Oui, donc, comme on le mentionnait tantôt, ça peut sembler très près, 2030, c'est dans 7 ans. En fait, on aurait pu avoir 20 ans de plus si on avait commencé il y a 20 ans à faire ces démarches-là. Le problème, c'est que depuis 1992, là, qu'au niveau international, il y a des instances qui travaillent sur les changements climatiques. Donc, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a un problème, mais les gouvernements ont repoussé, ils ont pelleté par en avant depuis. Et là, on est rendu à un point où ça va prendre une transformation très significative, ambitieuse, mais on n'a pas le choix. C'est insoutenable, notre mode de vie en ce moment, donc il faut le changer. Donc, c'est pour ça qu'on parle de bannir les énergies fossiles d'ici 2030. Donc, on rappelle que le Canada est un producteur et aussi, on est importateur de pétrole. Donc, on est un État pétrolier, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a absolument notre part à faire dans cet effort collectif au niveau international. Donc, comme la SPE le travaille plus, mais c'est un enjeu international, mais clairement, le Québec et le Canada, on a une grande part de travail à faire. Et j'ai amené des petites citations d'Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU. Je l'aime bien, Antonio Guterres. En termes de climat, il est assez direct, puis je trouve que c'est peut-être ça qu'on a plus besoin, idéalement à tous les niveaux, mais là, au moins là, à l'international. Donc, une première citation, si on a le temps, j'en ai une deuxième. Les militants du climat sont parfois dépeints comme de dangereux radicaux, alors que les véritables dangereux radicaux, ce sont les pays qui augmentent la production de combustibles fossiles. Investir dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles est moralement et économiquement une folie. Effectivement. Donc, en gardant cette citation-là en tête, on va parler maintenant du Canada. La production de pétrole dans l'Ouest canadien pourrait atteindre 5,7 millions de barils par jour en 2035. En ce moment, en 2019, on était à 4,7. Donc, non seulement on n'est pas parti pour ralentir notre production, on veut augmenter d'1 million par jour de barils. Donc, c'est complètement déconnecté de la réalité. On parle souvent des militants et militantes pour le climat comme étant des pelleteux de nuages. Je ne sais pas qu'est-ce qui pète le plus de nuages de pouvoir croire qu'on peut continuer dans ce système-là à produire de plus en plus de barils alors qu'on vit déjà les conséquences des changements climatiques quotidiennement, ou se dire « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faudrait peut-être changer notre manière de voir. » Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus l'Association des Canadiennes des producteurs pétroliers qui sont les pelleteux de nuages. D'ailleurs, ils produisent beaucoup de nuages, mais plus noirs que blancs, généralement. Oh! Burn. Mais c'est vrai aussi au niveau que cette production-là qui va augmenter, c'est de la production qui est de plus en plus polluante parce que les sources de pétrole pur, là, je ne sais pas trop, là, en dessous il y de en la a terre. presque plus. Fait que là, on utilise la fracturation hydraulique, plein de trucs qui, encore à plus grande échelle, vont créer de la contamination là, sur les territoires de plusieurs communautés autochtones par ailleurs. Effectivement, on est rendu en haute mer à faire de la perforation et
ça arrive assez fréquemment que ça ne se Que gère pas aussi bien petits qu'on dégâts. voudrait, étant donné qu'on est en haute mer. Oui. Je vous enlignerais peut-être un peu parce que là, je vois le temps qui file vraiment vers un... Là, on a entendu Legault, là, cette semaine, parler de décarboniser le Québec. Là, c'est devenu le verbe à la mode. Et le Front commun, en fait... hey, là, aidez-moi, là, je ne l'ai pas sous les yeux. Il y a eu une lettre ouverte publiée dernièrement du Front commun pour la transition énergétique en faveur d'un BAP générique. Parce que là, la CAQ annonce de grands changements, mais là, c'est comme s'ils sortaient ça de leur chapeau, là, mais c'est quoi un BAP générique? Aussi, on peut comme essayer de le vulgariser là, en quelques minutes, là, comment faire pour que ça soit un petit peu mieux... fait de manière concertée, en fait, là. Oui, bien déjà, le BAP, là, c'est le Bureau d'audience publique en environnement. Le BAP, on pourra se compléter. Yes. Tu sais, dans le fond, quand un BAP a lieu, là, c'est pour évaluer, ça va être quoi les impacts sur l'environnement, est-ce que l'environnement va pouvoir soutenir ces transformations-là? Donc, tu sais, on en fait, actuellement, il y en a un au Montfort pour l'agrandissement du Parc national. Tu sais, il y en a eu... Bon, fait que là, le BAP, donc, c'est vraiment pour évaluer c'est quoi qui s'en vient, ça serait quoi les impacts de cette augmentation-là de production énergétique qu'on veut au Québec et tout ça. Puis, ce que ça pose, en fait, comme question, c'est est-ce qu'on peut, à partir de maintenant, arrêter de réfléchir par en haut ce qui s'en vient? Hein? On retourne à ça. Mais est-ce qu'on peut penser la transformation de la production d'énergie de manière démocratique et collective? Est-ce qu'on peut demander à la population c'est quoi son opinion? Parce que si, dans le sens que on a toujours besoin de plus d'énergie. Toujours. Oui, mais pourquoi on a besoin de plus d'énergie? Quand on se rend compte que finalement, on ne profite pas toutes de ces avancées-là, je voyais là, les gros chiffres de nos besoins énergétiques des prochaines années, puis que là, il faudrait reconstruire des barrages, puis des centrales, puis let's go l'éolien. Là, j'étais là, mais attendons une seconde, on peut-tu se parler, justement? Tu sais, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait que, tu sais, il y a des groupes, tu sais, je pense que la grogne va monter, puis je le souhaite, tu sais, des groupes vraiment de pression qui puissent essayer de freiner là, cet élan-là du haut, justement, là, de la CAQ, puis du fédéral, etc., là, de vouloir nous imposer leur super plan, là, quand dans le fond, je pense que... Puis c'est là où l'action communautaire autonome, tu sais, je le ramène un petit peu à ça aussi, tu sais, c'est de dire les groupes communautaires, c'est ça nos pratiques depuis le début, c'est d'être ancré dans les besoins des gens, dans la transformation sociale et tout. Donc, c'est là-dedans qu'on pense qu'on est vraiment, qu'on est très bien placé, en fait, pour être interpellé, justement, puis même être activé dans le cadre, peut-être, de démarches comme ça, démocratiques puis citoyennes, tu sais. Donc, c'est comme mon petit élan, action communautaire autonome. Mais, donc, cette lettre-là du Front commun, on vous invite à aller la lire. Donc, le Front commun pour la transition énergétique, c'est le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, entre autres, qui est signataire. Là, il y a vraiment beaucoup de signataires. Là, je ne sais plus, c'est des dizaines de signataires. Le MEPAC, entre autres, qu'on a parlé, là, qui est à même là, de la grève qui se passe en ce moment. Et rapidement, si on veut s'impliquer, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent « Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui s'en vient? » Il y a la journée de demain à Sherbrooke. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui s'en vient dans le cadre de la lutte pour une meilleure justice sociale et climatique? Bien, il y a différentes façons de s'impliquer selon dans les milieux dans lesquels on est. Hein. C'est le fun, des fois, de se rassembler avec des gens qu'on vit un peu les mêmes réalités. Puis, bon, ça crée des liens. On est pour ça créer du lien social. Ben oui, c'est ça. Quand on se sent pas tout seul, on a le goût de lutter, puis on a de l'énergie pour le faire. C'est ça. Fait que, tu sais, si vous êtes dans le milieu étudiant, bien, allez voir les comités écolos de vos associations étudiantes, vos associations étudiantes en tant que telles. Il va y avoir des lieux d'implication, c'est certain. Il y en a même de plus en plus aux primaires maintenant. Là. C'est primaire, secondaire, collégial, universitaire. Là. Super. Fait que ça commence. Le plus tôt on commence, le mieux c'est. On est déjà en retard, là. Tu sais, c'est quand même bien. Sinon, après, nous, à Solidarité populaire Estrie, on chapeaute le Comité unitaire estrien pour l'environnement, le Q. Donc, on se réunit. C'est un regroupement, c'est encore là, de groupes syndicaux, étudiants, communautaires. Puis là, on est en train de planifier, après-demain, là, notre prochaine action pour le 22 avril, la Journée de la Terre. Fait que ça vous intéresse de vous impliquer pour le 22
22 avril, Journée de la Terre. N'hésitez pas à contacter Solidarité populaire Estrie. On pourra vous donner plus d'informations de comment vous joindre à cette mobilisation-là. Et spécifiquement, Jean-Philippe, j'en profite pour rebondir un petit peu. Là, à l'ATACA, vous organisez aussi une journée de réflexion sur les droits au logement. Oui, en fait, le droit du et au logement, Oui. en fait, on va avoir un volet justement pour parler des droits spécifiques, en fait, le droit de maintien dans les lieux, le droit de refuser une augmentation de loyer, et aussi le droit au logement, dans le fond, vu que c'est un droit qui est revendiqué par beaucoup d'organismes communautaires, soit le droit d'avoir un toit au-dessus de la tête. Ben oui, un toit décent, là, pas un toit qui coule. Oui, avec moins les punaises puis les cafards. Voilà, effectivement. Donc ça, c'est quand? C'est le 3 mai à Granby, en fait, qui est la ville où on a vu la plus haute augmentation, en fait, des loyers disponibles sur le marché en 2021. En fait, on estime autour de 50% d'augmentation. Là. C'est énorme. C'est énorme. Donc, solidarité avec Granby, mais la crise du logement touche tellement tout le monde partout. Donc, le 4 mai, si vous voulez vous informer, 3 mai, pardon. Merci. Site web de la TACA, page Facebook, donc de la table d'action aussi contre l'appauvrissement de l'Estrie. On suit aussi, c'est ça, que ce soit le Q ou la page Facebook aussi, plein de bonnes infos de Solidarité populaire Estrie. La Trovep aussi, qui mobilise, entre autres, avec SPE pour la journée de demain. Donc, en lien... c'est quoi déjà la thématique de demain? C'est le slogan? Le slogan, c'est « Inégalité et climat déréglé, c'est assez ». Voilà. Donc, ça fait bien le lien entre tout ça. Puis, ça l'illustre, je trouve, très bien aussi les liens entre la justice sociale et climatique. Donc, on arrive déjà à la fin. On va finir ça, je pense, avec je voulais mettre une pièce des Hey Babies que j'aime beaucoup. En fait, j'en profite pour rappeler que cette émission J'aime le communautaire, la semaine prochaine, 1er mars, on n'a pas beaucoup parlé des luttes féministes aujourd'hui, même s'ils sont vraiment centrales dans la quête d'un monde plus juste et plus vert. Donc, le 1er mars prochain, on va bien se concentrer là-dessus avec l'équipe de concertation Femmes Estrie dans le cadre de la Journée mondiale des droits des femmes qui aura lieu le 8 mars prochain. Alors, on aura l'équipe de concertation Femmes Estrie. Et pour le Rock de l'Estrie, visitez notre site web aussi, notre page Facebook. On fait souvent aussi des publications en lien avec ça. On a sur notre site web des outils d'éducation. On a des références des outils d'éducation populaire sur ce sujet-là. Pourquoi les groupes communautaires doivent être aussi à l'avant de cette lutte et de ces revendications-là très importantes. Donc, je vous remercie beaucoup. Jean-Philippe Benjamin de la TACA, merci beaucoup. Merci à toi, Claudia. Marianita Hamel de Solidarité populaire Estrie. Merci, Claudia. Et Gabrielle Grégoire Maillot. Hey, je l'ai eu Excellent. du premier coup de la Trovep. Merci beaucoup de votre temps, des belles discussions qu'on a eues aujourd'hui. Et j'essaie de retrouver sur mon petit écran avant de vous laisser. Je pense que je vais vous laisser parce que c'est l'heure. Alors, je vous laisse et on se revoit prochainement.